Bonjour à tous. C'est un hiver sous haute tension. Les data centers vont devoir se préparer à des risques de coupure et également à cette flambée des prix de l'énergie. On verra quelles sont les organisations qui se mettent en place au sein des data centers. Il faut savoir qu'on ne parle pas là de grosses entreprises, mais beaucoup de TPE, de PME en France. Autre sujet à la une de Smartech, ce sera la question de la désinformation avec Gérald Bronner qui propose un service public de l'information. Est-ce là la solution pour lutter contre les fake news? Que doivent faire les pouvoirs publics? On en parlera avec David Lacomblède du think tank Villa Numéris. Et puis cette actu qui conclura l'édition, la SACEM qui étend les droits d'auteur aux NFT. Ce sera dans notre chronique sur le Web3 et les métavers. Mais d'abord, en ouverture de Smartech aujourd'hui dans l'interview, on parle de Juno, un câble super puissant, le plus puissant au monde, qui va bientôt prendre naissance entre les États-Unis et le Japon. C'est l'interview Juno dans Smartech. Dans l'interview aujourd'hui, on va parler de Juno, ce prochain câble sous-marin qui sera le plus puissant du monde. Est-ce qu'il va rebattre les cartes de la connectivité? On en parle avec Thomas Lanaute. Bonjour Thomas. Bonjour Delphine. Vous dirigez les opérations commerciales en France et en Europe pour BSO, qui est un fournisseur d'infrastructures pour toutes les opérations critiques. Juno, ce sera vraiment le plus puissant du monde déjà, le câble sous-marin le plus puissant du monde? Alors oui, aujourd'hui on parle d'une capacité totale de 350 terabits, qui est à peu près 30% de plus que certains câbles plus conventionnels qui sont amenés à sortir de mer dans les prochaines années. Donc oui, effectivement, c'est extrêmement puissant. Alors on va le décrire un petit peu. Donc il va permettre de relier le Japon aux États-Unis. C'est ça. Donc c'est un câble transpacifique. Transpacifique, exactement. Et il y avait une nécessité de renforcer la connectivité entre ces deux continents? Oui, il y a toujours une nécessité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de raisons pour créer de nouveaux câbles sous-marins. Une des premières raisons, c'est de faire face à l'augmentation du trafic Internet. Depuis 2016, on estime que tous les ans, c'est 25% de croissance du trafic Internet en plus. Le trafic Internet, c'est quoi? C'est la vidéo, c'est les réseaux sociaux, le surf, ça correspond à peu près à 70% de l'utilisation de l'Internet. Donc il faut créer de nouvelles autoroutes, toujours de plus en plus puissantes pour pallier à la pénurie de bandes passantes, parce que sur certains câbles, dans certaines zones, post-Covid, il y a une pénurie de bandes passantes. Quand vous dites qu'il y a une pénurie de bandes passantes, ça se ressent aujourd'hui sur la vitesse du trafic? Pas forcément sur la vitesse, mais c'est-à-dire qu'il va y avoir des engorgements de réseau. Donc il est très important de désenclaver certaines zones et de tout le temps permettre... Et ça se traduit par quoi, ces engorgements de réseau? Eh bien, concrètement, il y a certains câbles très connus qui passent par l'océan Indien, où pour nous autres opérateurs télécoms, il devient très difficile d'acheter ce qu'on appelle des longueurs d'onde à 100 gigas, qui est l'incrément minimum lorsqu'on achète de la capacité sur un câble sous-marin. Et donc, on ne peut plus acheter de capacité sur certains câbles. Donc, on va se porter sur d'autres câbles, mais qui ne seront pas forcément les plus rapides ou qui ne correspondent pas à notre cahier des charges. Donc, il est important d'avoir tout le temps une offre diversifiée de câbles. Alors, qui sont ces nouveaux financiers, là, tous ceux qui investissent dans ces câbles sous-marins qui sont hyper stratégiques? Parce qu'on a parlé de l'arrivée des GAFAM. Enfin, ils ne vont pas financer tous les câbles sous-marins de la planète. Non, alors on peut en parler. Alors, Il y a les opérateurs télécoms classiques. Oui. Alors, déjà, pour contextualiser l'importance des câbles sous-marins, aujourd'hui, c'est 475 câbles sous-marins. Ça représente 1,2 million de kilomètres de fibre, soit 3 allées simples Terre-Lune. C'est dire l'importance de ce réseau fibre optique. De la même manière, il y a 10 000 milliards de dollars de transactions financières qui passent par jour. Et aujourd'hui, c'est 99% du trafic Internet qui passe par ces câbles. Donc, qui sont les propriétaires? Ça a été pendant très longtemps les opérateurs télécoms et les investisseurs privés qui créent des consortiums avec plus de 10 propriétaires, copropriétaires sur ces câbles. Et depuis 15 ans, les GAFAM arrivent en masse. Aujourd'hui, Google, Meta possèdent chacun des participations ou en propre une vingtaine de câbles. Aujourd'hui, c'est 50% de la capacité en bande passante et dans 5 ans, on estime qu'ils auront 80% de la capacité en bande passante. Alors, il y a également des initiatives souveraines. La Chine investit à travers ses filiales dans des câbles sous-marins. C'est la stratégie de la route de la soie digitale. Et il y a également des initiatives privées. On en avait parlé sur le plateau il y a quelques temps. Et la ligne qui relie le Brésil à l'Europe. Oui. Et Juno, qui pour le coup appartient à un consortium du conglomérat japonais
Mitsui et PC Landing, une société spécialisée dans le câble. Donc il y a encore des initiatives, on va dire, carrière neutrale, agnostique aux GAFAM. D'accord. Mais enfin, c'est quoi? C'est 20% du marché demain seulement qui sera disponible si on enlève les GAFAM et la Chine, c'est ça? À peu près. Mais ça correspond aussi à la demande et à la topologie du trafic Internet mondial aujourd'hui. Comment vous nous dites qu'on a des risques d'engorgement déjà aujourd'hui sur certains câbles. Comment vous définiriez l'état des câbles et du réseau sous-marin d'Internet? Alors, le réseau des câbles sous-marins a été mis à mal pendant la pandémie. C'est-à-dire qu'un câble, c'est quelque chose de très fragile, déjà une durée de vie de 25 ans. Donc là, on arrive sur un cycle de renouvellement? Oui, on arrive sur un cycle, oui, effectivement, parce que les premiers câbles sont sortis de mer au début des années 2000. Donc, c'est pour ça qu'il est important de renouveler en permanence. Et donc, comme je le disais, un câble a besoin de beaucoup de maintenance. Un câble repose à 4000 mètres au fond des mers, voire un peu plus ou un peu moins. Donc, il est important de toujours apporter une maintenance très précise à ces câbles. Et après la pandémie, il n'y a pas eu de maintenance pendant 1 an et demi, donc beaucoup de câbles ont été affectés par des maintenances, avec une pénurie même de bateaux câbliers pour aller récupérer les câbles pour les réparer. Donc c'est un enjeu très sensible en ce moment. Et alors, est-ce que ce Juno, lui, est capable de rebattre les cartes de la connectivité, pardon? Est-ce que ça va vraiment changer la donne aujourd'hui sur l'Internet mondial? Alors, Juno fait partie d'une initiative de construction de nouveaux câbles entre les US et l'Asie. Juno, c'est 350 terabits. Il y a d'autres initiatives sponsorisées, financées par Google, comme Topaz, qui fera 240 terabits. D'autres câbles comme Echo, dont les copropriétaires sont Google et Meta. Oui, effectivement, ça va rebattre les cartes, mais c'est une initiative parmi d'autres. C'est d'autant plus important qu'un câble sous-marin est souvent vecteur de croissance économique, parce que ça va désenclaver, favoriser la croissance de certains pays. Google fait état d'un impact sur les 5 dernières années à travers ses investissements dans les câbles sous-marins, d'une augmentation du PIB de la zone Asie, APAC, de 425 milliards de dollars. C'est dire l'importance de l'arrivée d'un nouveau câble. Il y a combien de nouveaux câbles sous-marins comme ça par an qui émergent? Alors beaucoup. C'est un secteur en pleine croissance. En 2020, on estime qu'il y a 36 câbles qui sont sortis des mers. Ah oui, c'est impressionnant. Alors, il y a aussi, en matière de connectivité, il y a aussi la question satellitaire. Est-ce que le câble sous-marin va devenir un peu archaïque par rapport aux nouvelles constellations satellites, ou les deux sont-ils complémentaires? Alors, les deux sont complémentaires. Alors, il y a aussi un mythe comme quoi le satellite serait 1000 fois moins performant. Alors, aujourd'hui, le rapport est de 1 à 10, 1 à 20. Aujourd'hui, le satellite, c'est quoi? Il y a deux solutions. Il y a le satellite géostationnaire qui gravite à 36 000 km au-dessus de nous. Il y a également toutes les nouvelles constellations de satellites à orbite basse. Oui. Donc, c'est notamment le cas de Starlink, avec 1500 satellites qui couvrent l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, les temps d'accès aux machines sont un peu plus importants avec le satellite. On parle de 600 millisecondes pour le géostationnaire, 35 millisecondes pour l'orbite basse, ce qui est trop pour des applications gourmandes en bande passante. En revanche... Mais ça peut évoluer. Alors, c'est en train d'évoluer, mais si on se place d'un point de vue consommateur ou entreprise, la fibre optique permet des débits jusqu'à 1 à 2 gigas, voire plus. Oui. Donc, on sera toujours sur des rapports, ce qui fait que l'utilisation est différente. Aujourd'hui, le satellite va être utilisé dans des zones reculées, pour les compagnies aériennes, pour les compagnies de bateaux, et également dans des territoires très compliqués d'accès. On a entendu parler de Elon Musk qui a financé jusqu'à 25 000 terminaux Starlink, ce qui coûte très très cher. Mais en revanche, c'est un impact important, c'est du soft power qui va permettre tout de même à des pays, à des populations d'avoir accès à Internet malgré la défaillance des réseaux ou le fait qu'ils soient détruits. Donc ça peut donner quand même un petit coup de vieux à la fibre optique. Ça restera toujours complémentaire parce que vraiment ça va répondre ça va permettre des applications
sur des territoires où la fibre optique... Pour les marchés dont vous vous occupez, par exemple les marchés de crypto-monnaies, les échanges en crypto-actifs, aujourd'hui c'est la fibre optique qui est la reine. Alors c'est la fibre optique parce que le maître Tout ce qui mot, est trading, c'est la latence, c'est la rapidité. Donc le satellite ne peut pas rentrer dans le scope des solutions à utiliser. Alors je voulais juste qu'on termine avec un point sur la hausse des prix de l'énergie. Quelles conséquences ça peut avoir sur le développement des câbles ? Alors, bien évidemment, l'impact de l'énergie, l'augmentation du prix de l'énergie, aujourd'hui, dans les data centers, c'est entre 25, 30, 40%. Ça peut être même plus en fonction des zones. Donc, il y a un impact et il faut vraiment le prendre en considération. Maintenant, si on rapporte l'augmentation du prix de l'électricité par rapport à la bande passante générée, le prix au mégabit, en tout cas la conséquence au prix des mégabits est relativement marginale. En revanche, c'est effectivement le coût d'exploitation de ces câbles et le coût d'exploitation de toute la filière digitale qui est derrière qui est impacté. Juste pour terminer, Juno, ce nouveau câble le plus puissant du monde, quand est-ce qu'il va sortir de mer ? Alors, en 2024, et voilà, il aura ceci de particulier, c'est qu'il y aura un point d'atterrissement aux US et 2 points d'atterrissement au Japon pour pallier au risque sismique notamment, puisque c'est vraiment un enjeu sur la région. Donc en ce sens, ça sera une autoroute de l'information très fiable et très puissante. Merci beaucoup, c'était Thomas Lanotte. Merci pour vos éclairages sur ce sujet des câbles sous-marins. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial de BSO, directeur commercial Europe de BSO. À suivre dans Smart Tech, c'est le Tech Talk. Le Tech Talk aujourd'hui est dédié au data center. Comment se prépare-t-il à l'hiver qui arrive ? On en parle avec Yves Grandmontagne, fondateur et rédacteur en chef de Data Center Magazine. Bonjour Yves. Bonjour, un confrère. Je précise que c'est quand même l'unique média qui est exclusivement dédié à ce sujet des data centers, en tout cas en langue française. Tout à fait. Avec vous pour évoquer ce sujet, Hélène Masselin-Gouin, vice-présidente Secure Power Schneider Electric France. Schneider Electric, je le précise aussi, groupe industriel français, mais fournisseur international de solutions numériques pour l'optimisation énergétique. Bonjour. Donc vous êtes tous les deux, bonjour Hélène, vous êtes tous les deux en plein dans le sujet. On va peut-être d'abord faire une explication du paysage. Qu'est-ce que c'est que ce paysage des data centers en France ? On n'est pas en train de parler des GAFAM là, c'est vraiment un écosystème qui est constitué d'entreprises françaises. Ça peut être même des TPE, beaucoup de PME. Yves ? En fait, on a de tout profil d'entreprise. On a des gros acteurs américains en particulier. Oui, ça, on les connaît. On de la colocation, les a bien identifiés. C'est là où sont les GAFAM d'ailleurs, Oui. parce qu'ils les hébergent. Et puis, il y a tout un écosystème. Alors, un double écosystème. Il y a un écosystème local, régional, sur les territoires, qui offre des services du type de ceux de la colocation, c'est-à-dire des services d'hébergement pour les entreprises et l'administration. Et puis, il y a tout l'écosystème aussi extrêmement riche des data centers privés, des salles informatiques, des entreprises et des administrations qui ont leurs propres équipements pour héberger leur propre informatique. Donc ça fait quand même du monde qui va être touché par 2 grosses problématiques là qu'on voit arriver. La première, c'est un risque de coupure sur les installations. Et la seconde, eh bien, c'est ce coût qui flambe de l'énergie. Est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui, en France, on est préparé ? Alors je pense que on est toujours pas suffisamment préparé, j'allais dire, mais oui, la filière se prépare à la fois sur la partie coût de l'énergie, je dirais, et ce depuis longtemps, en termes d'efficacité énergétique, en termes d'innovation, et puis se prépare à ce risque de coupure qui est assez nouveau, on va dire, en France. Parce que le data center va consommer pas mal d'énergie, c'est pour ça que Schneider Electric est là, et puis il va pouvoir aussi de temps en temps, parfois, avoir des capacités d'effacement. Alors l'effacement, c'est le mot poli pour dire coupure en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il doit se soustraire du réseau électrique. Oui, c'est ça. Pour éviter une surcharge. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand il s'efface, quand il se soustrait de ce réseau électrique ? Comment il fait pour garder quand même un fonctionnement ? Tout à fait. D'abord, il faut savoir que le data center est créé et composé, son architecture et ses outils, ses équipements sont faits pour résister à un certain nombre de crises, entre autres le fait de manquer d'énergie. Et pour cela, on a d'une part dans le data center, on a des équipements, les UPS et les batteries qui prennent le relais. Et puis dès qu'on est dans une véritable crise, il y a une véritable coupure, à ce moment-là, c'est le groupe électrogène qui prend la place et qui produit lui-même
consomme l'énergie que va consommer le data center. Donc tous les data centers aujourd'hui sont équipés d'électrogène ? Tous les data centers doivent être équipés de groupes électrogènes. Je ne le dirai pas pour les data centers privés, puisqu'il y en a un certain nombre qui, eux, ont des stratégies un peu différentes, qui n'ont pas forcément... Tous les data centers n'ont pas besoin de fonctionner en permanence. Quand on est dans une salle informatique, dans une entreprise, une coupure de quelques heures, c'est pas grave. Quand on est, par contre, un service du type une banque, la SNCF, la RATP ou autre, elles ont besoin de répondre à leurs clients, donc il faut fonctionner en permanence. Donc tous ces data centers sont équipés d'outils qui leur permettent de résister. Bon, ça c'est le premier point. Il y a une rétribution en contrepartie de cet effacement du réseau ? On y va parce que l'effacement, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas j'arrête. C'est un contrat qui est passé entre le fournisseur d'énergie, RTE ou Enedis, et l'entreprise, par lequel le fournisseur va l'avertir qu'il va y avoir un problème. Et là, on va en avoir un certain nombre durant l'hiver. Pour deux raisons, on les évoquera peut-être tout à l'heure, mais on va en avoir un certain nombre. Donc, Enedis ou RTE prévient l'entreprise qu'il va y avoir un problème et que si elle le peut, parce que ce n'est pas une obligation non plus, si elle le peut, elle va se couper du réseau et soit ne pas fonctionner. Bon, quand on est une petite entreprise, une industrie, c'est pas grave. Ou quand on est un data center, on va faire tourner. Mais donc contractuel, donc ça veut dire qu'il y a un accord commercial aussi. Il y a un accord commercial, évidemment. Donc c'est pas forcément une mauvaise affaire, cet effacement. Non, pas forcément, mais avant, je voudrais juste ajouter un point. Avant cette question de l'effacement, il y a bien une question de comment est-ce qu'on consomme moins collectivement. Et donc, dans le réseau, les data centers consomment beaucoup d'énergie. Et donc, en fait, on peut très rapidement arriver à consommer moins avant d'en arriver, on va dire, à l'extrémité d'arriver à s'effacer. Et donc, sur ce sujet d'efficacité énergétique, il y a beaucoup à dire. Les data centers on en fait beaucoup déjà. Ça a bien progressé. Juste pour donner une ordre de grandeur, le numérique, ça a fait x5 en 10 ans, on va dire, en termes de consommation. Et la consommation des data centers en énergie n'a augmenté que de 6%. Donc vous voyez, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits là-dedans. Mais au-delà de ça, il y a encore... Bien sûr, on peut toujours trouver de quoi s'améliorer. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on parle d'efficacité énergétique et que ça reste le premier facteur vis-à-vis du réseau, c'est très important pour faire avancer les choses. Alors, dans la partie efficacité énergétique... Donc, vous voulez dire que ça va nous faire accélérer quand même sur l'efficacité énergétique des data centers là. Alors, partout, ça va nous faire accélérer, je pense, sur l'efficacité énergétique. Ça devient une question qu'on voit sur le bâtiment, sur le résidentiel, sur l'industrie, partout, mais aussi sur les data centers. Et là-dessus, bien sûr, ça peut faire avancer plus vite les débats. Mais quand on parle d'ailleurs de data center, on parle de quel type d'équipement, de matériel sur lequel on peut avoir une prise sur la consommation énergétique ? Il y a des serveurs, il y a le bâtiment lui-même. Il y a deux choses. Il y a la structure du data center, où là, c'est le bâtiment, les équipements électriques, les équipements de refroidissement, parce que quand on met des serveurs, ça chauffe. Pour préciser, même l'hiver, le problème, c'est le refroidissement. Ça fonctionne en permanence et ça produit en permanence de la chaleur. Donc les équipements, les serveurs ne sont pas faits pour fonctionner à des températures élevées. Oui. Donc il faut pouvoir les refroidir. Ça, c'est une première partie. C'est la partie sur laquelle, par exemple, intervient en particulier Schneider Electric avec beaucoup d'efficacité et avec l'écosystème. Et c'est là où on a de grands résultats. Les data centers sont très vertueux en la matière. On a cité des chiffres là qui sont importants. Et puis il y a l'autre partie qui est la partie serveur, où là, de toute façon, c'est une autre problématique parce que ce sont les clients qui sont là, les clients du data center. Et puis c'est nous derrière, parce que nous, on a nos smartphones, on a nos PC, on a nos box, on a tout ça. Donc on est derrière et puis on fait tourner les serveurs. Et eux, par contre, ils consomment beaucoup encore. Et c'est là où une partie où il va falloir faire de très gros efforts pour continuer à être encore plus efficace. Et juste pour compléter sur les températures de refroidissement, aujourd'hui, une salle informatique, un data center, souvent c'est autour de 20 degrés, on va dire, de température. Et on sait qu'on peut aller bien au-delà de 20 degrés. Et donc la plupart du temps, c'est un peu un historique derrière. Donc un des gros axes, on va dire, sur l'efficacité énergétique, c'est bien d'augmenter cette température à 22, 23, 25 degrés. On sait que les serveurs peuvent l'absorber, mais en fait, finalement, 1 degré de plus, c'est un peu comme dans le résidentiel, ce qu'on entend souvent à la télé, 1 degré de plus, c'est 6% de consommation en moins, 4 à 6% de consommation. Mais finalement, parce que donc, on reprécise, donc, le problème, y compris l'hiver, c'est quand même le refroidissement dans les data centers, c'est ça qui consomme beaucoup d'énergie. Et donc en hiver, on a moins quand même de consommation d'énergie, a priori. Non, parce que c'est marginal. Je veux dire que... il y a peu d'impact de la température extérieure ? C'est pas ça. C'est que les salles informatiques sont fermées.
Donc elles sont protégées. La sécurité, c'est aussi un élément essentiel. Quand on construit un data center, c'est pas un petit bâtiment avec juste de la tôle au-dessus et des murs tout fins. On protège les salles. Donc en fait, il y a vraiment la salle informatique est toujours isolée. Ce qui va jouer, c'est que pour les data centers qui pratiquent ce qu'on appelle le free cooling, c'est-à-dire qu'on va chercher l'air extérieur, qui est en particulier en Europe et en France, est généralement inférieur à la température de la salle, en fait, on sert de l'air extérieur pour refroidir. Donc, comme ça, on a réalisé beaucoup d'économies. Mais par contre, il faut toujours refroidir les salles. Ça, c'est indispensable parce qu'il y a toujours un différentiel. Dans les solutions, justement, le qui sont... Le problème, là, si on veut l'évoquer, oui. on va le dire, c'est que ce n'est pas les opérateurs de data center. Ils sont prêts à le faire. D'ailleurs, les équipements peuvent le faire. Ce sont les clients. Si allez dire à un DSI, maintenant vous êtes à 20 degrés, vous allez passer à 25 degrés, il ne veut pas. Lui, c'est la sécurité. Il ne veut pas qu'on touche à ses serveurs. Il y a tout un travail d'éducation. Sauf si on lui dit que finalement, les prix vont exploser, parce qu'on a quand même Olivier Micheli, qui est le président de l'association France Data Center, qui nous dit qu'en 2021, les data centers, enfin les charges opérationnelles des opérateurs avoisinaient les 30% et que cette part, elle va passer à 50% d'ici 2023. Et donc, la question, c'est est-ce que ces coûts vont être répercutés sur les clients ? Obligatoirement. À un moment donné, il va falloir que le client il finisse par payer. Les data centers qui le peuvent... Ou autre option, c'est que les plus gros opérateurs vont pouvoir absorber les charges, les coûts, et ne pas les répercuter sur le client, et on va avoir des morts dans cet écosystème. Ça dépend de la marge qui est réalisée par l'opérateur. Oui. Si l'opérateur a une marge qui est suffisante, et puis l'opérateur il doit aussi respecter ses contrats. C'est-à-dire s'il y a une clause qui prévoit une augmentation en fonction de l'évolution des tarifs, mais elle ne prévoit pas souvent... Enfin, on a quand même connu des augmentations de 500%. Je crois qu'il faut quand même être réaliste. Les coûts ont plus qu'explosé. Oui. Donc il y a une vraie problématique et tout le monde y travaille. Et puis on sait que dans les années à venir, on paiera de plus en plus cher parce que c'est comme ça. Et puis parce qu'on a bénéficié de 15 ans de stabilité avec l'énergie nucléaire et qu'aujourd'hui, elle va mal, l'énergie nucléaire. Et puis la crise que l'on connaît avec l'Ukraine fait que les prix explosent. Donc il faudra bien que ça se répète. Vous pensez qu'il va y avoir des morts quand même là cet hiver dans cet écosystème français des data centers ? Je crois qu'on n'en est pas encore là. J'allais dire, la question, c'est qu'il y a les gros data centers et effectivement, ces gros-là ont des contrats avec leurs propres clients relatifs à l'énergie ou bien des contrats assez travaillés au niveau de l'approvisionnement d'énergie. Et puis, il y a les petits data centers dans chacune des entreprises sur lesquels le coût de l'énergie est un sujet, mais le data center fait partie, on va dire, d'un ensemble plus large sur lequel, pour tout industriel français aujourd'hui, le coût de l'énergie est une question. Tout à fait. Parce que là encore, on a le président de France Data Center qui nous dit qu'il y a certains data centers pour qui c'est une question de vie ou de mort là, cet hiver. Très clairement, il y a des petits data centers, des petits opérateurs qui vont tellement souffrir, ceux qui n'ont pas pu anticiper ou qui ne sont pas avec des volumes suffisants pour négocier avec un Enedis ou un RTE. Ils vont se prendre des augmentations qu'ils ne pourront pas supporter et il y en a qui vont... on s'attend à ce qu'il y ait des morts, je n'irai pas jusque-là, mais en tous les cas, il va y avoir consolidation. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont se vendre et il y a déjà des mouvements qui sont engagés là-dessus. C'est assez confidentiel, mais oui, il y a des mouvements qui sont engagés là-dessus. Oui. Il y a un guide de Schneider Electric sur les indicateurs de pérennité justement environnementale des data centers. C'est peut-être le moment d'en tirer quelques enseignements. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, on s'est focalisé en fait finalement sur le PUE. Au-delà du PUE, on va pouvoir aller chercher autre chose. PUE, pardon. Donc c'est Power Usage Effectiveness. En gros, c'est la performance en termes d'entrée versus sortie, utilisation, on va dire, de l'énergie. On peut aller bien au-delà. Alors là, on a parlé de crise énergétique, donc forcément, on regarde la performance du data center en termes énergétiques. Mais on peut aussi en parler en termes de ressources, en termes d'eau, en termes de déchets. On a tout un univers en fait à aller explorer quand on réfléchit au sujet du développement durable vis-à-vis du data center. C'est-à-dire qu'on peut avoir un data center totalement éco-responsable. Oui, alors il y a plein de choses. Il y a la consommation de CO2. Ces grosses activités très énergivores n'ont pas bonne presse. Alors, donc c'est intéressant de voir comment on peut travailler ce sujet. On va réfléchir à ce sujet d'énergivore. Bien sûr, oui, ce sont des électro-intensifs, ça c'est sûr. Deuxièmement, la question c'est comment est-ce qu'ils s'approvisionnent en énergie ? Est-ce que ce sont des énergies bas carbone ou carbonées ?
Ouais. Un data center aujourd'hui s'approvisionne en électricité. Donc l'électricité, si elle est décarbonée, c'est pas relié au CO2, entre guillemets. La deuxième chose, c'est oui, on sait faire de l'efficacité énergétique sur ce data center. Ça a déjà beaucoup amélioré, comme je vous l'ai dit, mais on peut aller beaucoup plus loin encore. La troisième chose, c'est comment est-ce qu'on travaille sur l'eau, comment on se travaille sur les ressources. Il y a tout un pan de réflexion autour de l'économie circulaire, qui est un sujet assez compliqué, mais qui est un sujet sur lequel l'industrie avance et qui, à mon avis, bien au-delà d'ailleurs de la question du développement durable, est un enjeu majeur pour l'industrie en France aujourd'hui. Et vous évoquez même, vous poussez l'idée d'un éco-label pour des data centers. Oui, c'est-à-dire c'est répertorier des data centers qui sont performants, ce qu'on appelle au sens schneiderien du terme, j'allais dire, c'est-à-dire qui ont un certain nombre de contraintes qui vont bien au-delà de l'énergie. Ça, ce serait un vrai changement Non, c'est pas un changement, c'est une progression, c'est une évolution. Peut-être pas de mentalité, mais de perception, en tout cas, des data centers. Oui, il y a des écolabels, il y en a déjà. Mais là, ça va beaucoup plus loin, puisque la démarche est industrielle au niveau de Schneider Electric. Oui. C'est-à-dire qu'en plus, il y a les outils derrière. C'est ça qui est important. L'autre point, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, il faut le rappeler, c'est que les data centers ne sont pas responsables de la situation dans laquelle ils sont. C'est nous qui sommes responsables, c'est nous qui consommons de l'énergie au travers de nos usages. Parce que s'il se crée des data centers, c'est qu'il y a de plus en plus de données. Mais ce n'est pas le data center qui crée la donnée. Le data center est ce qu'on tente de l'héberger. Donc je crois qu'il faut aussi être réaliste. Il y a tout un travail à faire qui est sociétal, qui est humain, où nous tous, nous devons faire des efforts. C'est la sobriété énergétique. Oui, alors après, c'est pas parce que nous, on va consommer une vidéo de moins aujourd'hui qu'on va transformer les infrastructures et que ça va faire baisser la consommation des data centers. Mais c'est vraiment. Si on le fait... Est-ce qu'il y a des décisions à prendre justement du côté des pouvoirs publics, par exemple? Est-ce que vous attendez des décisions là-dessus du côté des pouvoirs publics? On attend un certain nombre de décisions. D'abord, on attend de savoir quelles sont les directives qu'ils vont nous donner. Je veux dire, les pouvoirs publics ont aussi leur rôle à jouer. Et puis, il n'y a pas que les pouvoirs publics français, c'est aussi au niveau européen que ça se décide. Et à ce titre, d'ailleurs, l'Europe a clairement dit 2030, les data centers sont décarbonés. Donc ça, au moins, on le sait. On a une échéance, c'est 2030. C'est le premier point. Après, on a les relais locaux, on a toute une série d'associations qui y travaillent. Donc, et puis, les pouvoirs publics peuvent aussi aider. Je veux dire, par exemple, on est en période de crise, il faut donner des priorités. Alors, c'est les hôpitaux, c'est un certain nombre d'administrations, c'est les écoles. Les data centers ont besoin aussi d'une priorité pour être au moins pour assurer le service, qui est de ne pas tomber en rade. Aujourd'hui, c'est pas dans le champ des activités prioritaires le data center. Les plus gros, certains, oui. Les plus gros, oui, mais les plus petits, non. Je reviens juste sur votre point de c'est pas une vidéo qui va changer les choses. Oui. En fait, moi, je crois que c'est une vidéo qui va changer les choses en termes d'efficacité énergétique. La complexité qu'on a aujourd'hui, c'est que jusqu'à maintenant, on avait un monde où la production s'adaptait à la consommation, c'est-à-dire on pouvait produire plus d'énergie, plus d'électricité. Et puis finalement, nous, consommateurs, on n'était pas acteurs de réfléchir à comment nous consommions notre énergie. En fait, je pense qu'on change de monde et c'est ça qui est intéressant et cette crise, quelque part, le met en avant. Ça fait longtemps qu'on essaye de pousser la notion d'efficacité énergétique, mais on rentre dans un monde où la production est contrainte et on le sait pour un certain nombre d'années. Et donc finalement, il nous reste à jouer sur la consommation. Et donc en fait, cette consommation-là, ça va être chez le résidentiel, ça va être chez le bâtiment tertiaire, ça va être dans l'industrie, ça va être partout. La difficulté, c'est que la production en France était extrêmement centralisée. Donc finalement, c'était un nombre d'acteurs qui produisaient, qui assuraient le système électrique. Et la consommation est complètement diffuse. Les data centers en font partie, mais ils consomment quelques pourcents de l'électricité aujourd'hui en France, très très peu finalement. Le bâtiment consomme 70%, etc. etc. Et finalement, c'est tout un chacun. Donc je pense que c'est important de réaliser justement que chacun, à notre échelle, on dit que globalement, on a besoin de 10%, 15% de moins de consommation d'énergie pour assurer le système électrique pour cet hiver, 10 à 15%. Ça veut dire que chaque personne, dans chacun de ses usages, doit consommer 10 à 15% de moins. Ce que je voulais dire, je suis tout à fait d'accord, on a tous une responsabilité dans nos usages, pas seulement sur la consommation énergétique, mais ce que je veux dire, c'est que pour vraiment transformer l'échelle aujourd'hui des réseaux de télécommunications, la taille des data centers, ce sont des décisions qui vont être prises sans doute à un autre niveau. Juste sur l'avenir des data centers, parce qu'on parle quand même peut-être de concentration, donc quand même d'un mouvement important qui va se passer là cet hiver.
Est-ce qu'il y a des nouvelles pistes à explorer, Yves, pour être plus à l'abri, je dirais, de ces aléas du coût énergétique? Alors déjà, la première piste, il était temps, c'est qu'on va construire des centrales nucléaires. On est dans une difficulté parce que nos centrales sont peu efficaces. Ça fait 15 ans qu'on est sur un prix qui est stable, tout va très bien, et là on se prend des claques. Il fallait l'anticiper, et là on ne l'a pas anticipé. Maintenant, ça ne va pas être très efficace parce qu'il faut 15 ans pour construire une centrale. Donc avant que ce soit efficace, il faut qu'on recherche d'autres pistes. Et il y a des pistes, et je sais que Schneider Electric y travaille également. Et pour moi, la piste d'avenir, enfin il y a plusieurs pistes. Il y a d'abord tout ce qui est alternatif, donc exploiter l'éolien, le solaire et d'autres. On parle d'hydrogène, on parle de nouvelles sources, les biocarburants, etc. On va faire des choses qui sont très intéressantes. Tout ça, ça amène à deux choses qui sont, le grid énergétique, il faut le repenser. C'est-à-dire que le grid énergétique, c'est plus tout vient du nucléaire et ça nous arrive comme ça, on n'a pas à se poser de questions. Non, c'est fini ça, cette période-là. Surtout que de toute façon, les prix vont continuer d'augmenter parce qu'il faut être réaliste. La période, elle est révolue où on paye très peu cher l'électricité. Donc on va payer l'électricité plus cher. Donc il faut réfléchir sur le grid énergétique et le data center a sa place au sein du grid. C'est-à-dire que le data center a une particularité, et d'autres industries l'ont également, il ne faut pas l'oublier, mais il a la capacité de produire lui-même son énergie. Et oui. Ce sont les groupes électrogènes. Encore faut-il que les groupes soient adaptés. Ça, il y a des questions là-dessus. Un groupe électrogène de secours n'est pas un groupe de production, donc on ne peut pas. Mais si on est dans une phase de production avec des outils de production, le data center va pouvoir produire sa propre énergie et surtout en produire pour la renvoyer dans le réseau. Il va participer au travers du grid, les deux se regroupent, va participer à mettre en place une gestion enfin réfléchie et plus intelligente de l'énergie. Piste intéressante d'avenir. On arrive à la toute fin. Un mot pour conclure, peut-être, Oui, Hélène. moi je réinsiste, donc efficacité énergétique à tous les niveaux. Je pense que c'est important et on sait que chez le data center, dans les data centers, on a une vraie question sur la question de la température, on va dire. Deuxièmement, flexibilité, effectivement, ce que vous disiez, c'est-à-dire le fait que la demande et l'offre s'auto-adaptent. Troisièmement, le développement accéléré des renouvelables. Je pense que ça, on le sait tous. Et puis troisièmement, bien sûr, quatrièmement, bien sûr, c'est le développement du nucléaire. Oui. Merci beaucoup à tous les deux. J'ajouterais juste une chose quand même. Très vite. Si on discute avec les énergéticiens, entre autres Engie, ils nous annoncent 20 coupures durant cet hiver. 20 coupures massives. Donc il faut être prêt. Les data centers sont prêts. Oui. Mais tout le monde n'est pas prêt. L'État n'est pas prêt, tout le monde n'est pas prêt. Il y aura 20 coupures. Et on s'attend à pire l'hiver prochain. Donc il faut prendre conscience de ce phénomène. Et il faut se dire que les data centers sont... Et ce phénomène qui va se répéter, donc va se répéter dans tous les cas l'année prochaine. On espère qu'au moins la crise ukrainienne sera résolue et qu'à ce moment-là, on rééquilibrera nos sources d'énergie. Merci. Merci encore à tous les deux. Hélène Massela-Gouin, vice-présidente Secure Power Schneider Electric France, Yves Grandmontagne de Data Center Magazine. Vous avez un événement d'ailleurs qui va se dérouler en 2023. Ce sera l'occasion pour la filière de voir un peu où elle en est. Oui, c'est le troisième, c'est la journée du Data Center. C'est un vrai événement où on parle de l'écosystème et on parle des métiers. On ne parle pas du commercial. Et on aura Schneider Electric qui sera là pour parler d'optimisation énergétique. Ils vont être avec nous. Voilà. Enfin, ils y sont déjà un petit peu parce que Schneider Electric est partout en tant qu'équipementier. Merci beaucoup. Juste après la pause, on va parler de la désinformation. Comment est-ce qu'on peut travailler ce sujet des fake news ? C'est la deuxième partie de Smart Tech qui démarre, votre émission dédiée à l'innovation, au monde numérique. Et on va parler de ce numérique qui est aussi une question très humaine avec David Lacomblède, le président du think tank La Villa Numéris. Et restez en plateau avec nous Yves Grandmontagne, fondateur et rédacteur en chef de Data Magazine. On a parlé ensemble de ces urgences des data centers. Maintenant, on va parler de cette urgence qui s'appelle les fake news, David. Vous menez, vous, des travaux là-dessus sur la désinformation. Vous avez publié S'informer demain, lutter contre le virus des fake news qui est paru aux éditions Plomb en 2020. Et vous nous dites que ce phénomène, il est connu et pourtant que les moyens pour s'en prémunir n'ont pas été mis en œuvre. Sujet hautement inflammable. Attention, les gilets jaunes sont passés par là, les pro-russes également, les anti-vax, avec parfois d'ailleurs des passerelles assez étranges entre les uns et les autres. Ouais. Néanmoins, on voit bien que nous sommes sur des sujets explosifs et
La crise économique, les difficultés telles qu'elles se profilent ne vont certainement pas arranger les choses. D'ailleurs, je vous renverrai vers le baromètre Newsback qui mesure l'intensité des sujets dans la presse et qui montre que la guerre en Ukraine et les énergies sont les sujets les plus associés aux fake news. Alors c'est un sujet effectivement qui est largement connu, commenté, prévisible désormais. D'ailleurs, là, je vous renverrai vers une autre étude de NewsGuard, cette fois-ci, qui montre qu'une information sur 5 qui circule sur les réseaux sociaux, sur le web, est une fausse information. Alors, les médias se sont plutôt bien organisés, avec des cellules de fact-checking, une sorte de retour aux bases du métier, de vérification, de mise en perspective, de hiérarchisation, avec des services dédiés, AFP Factuel, par exemple, Vrai ou Fake chez France Télévisions, le Décodex au Monde, Libération a également son propre service, et tout ça roule suffisamment bien pour qu'ils exportent leur savoir-faire, y compris pour faire ce travail au sein des plateformes et des réseaux sociaux. Là où le bas blesse, c'est effectivement du côté des pouvoirs publics, où on a l'impression que les moyens sont un peu disséminés et que finalement la riposte n'est pas prise au bon niveau, au risque d'encourager finalement en quelque sorte ceux qui passent leur temps soit à raconter n'importe quoi, soit à s'organiser pour déstabiliser un État comme le nôtre. Parce qu'il faut bien voir que les fake news sont de deux natures. Hein. Ouais. Il y a celles qui répondent à des ingérences étrangères et d'autres qui se déroulent sur le territoire. Ce qui les fait se ressembler, c'est que les deux sont des informations fausses, faites de manière intentionnelle, soit pour des raisons idéologiques, soit pour des raisons mercantiles. Mais pourtant, on ne peut pas dire que les pouvoirs publics n'ont pas pris l'ampleur du problème au sérieux. Il y a eu des actions quand même qui ont été menées. Loin s'en faut, il y a une production législative, réglementaire de rapports très forte. Sur les rapports 2018, si vous avez 2 heures devant vous, je vous conseille la lecture du rapport des ministères des Armées et des Affaires étrangères, sans proposition à la clé, vraiment brillant. Rien n'a été repris Une depuis. centaine, hein. Une centaine. Oui. Rapport Bronner, début d'année. Le siècle des Lumières à l'ère du Qu'on a reçu dans Smartech, Gérald Bronner. Exactement. 30 propositions à la clé. Elles ont été rendues il y a 1 an. On ne peut pas dire que c'est beaucoup occupé l'espace public depuis. Du côté de la loi, 2018, il y a eu une loi votée au Parlement français de lutte contre la désinformation en période électorale, pour être vigilant et réactif, notamment en cas de controverse, qui pourrait dénaturer le résultat. Les jurisprudences se comptent sur les doigts d'une main. Et il faut dire que cette loi avait été instigée par Emmanuel Macron lui-même, parce qu'en la matière, tant que vous n'avez pas été la cible d'une fake news, vous avez du mal à voir la broyeuse dans laquelle vous rentrez. On continue. L'ARCOM, qui est l'ancien CSA, est pourvu aussi, d'ailleurs, de moyens supplémentaires aujourd'hui en matière de régulation. D'ailleurs, ils tâchent de les mettre en œuvre avec Twitter, puisqu'ils les ont mis en demeure, en tout cas appelés à avoir un peu plus d'informations ces derniers jours, à la suite de la prise de pouvoir d'Elon Musk. Ouais. Mais au final, on voit bien que ces moyens sont disséminés et relativement peu coordonnés, au risque effectivement d'afficher cette passivité. Donc le problème, c'est quoi? Est-ce qu'on a trop d'acteurs finalement sur ce sujet? Trop d'acteurs et pas suffisamment coordonnés. Et c'est tout l'enjeu, d'ailleurs, des États généraux du droit à l'information qui vont s'ouvrir prochainement. C'est le nœud du problème, c'est-à-dire comment vous mettez en place des textes et comment vous les faites appliquer. Alors la commission Bronner, elle, partait plutôt d'un principe où il y avait un édifice réglementaire législatif suffisamment fort pour ne pas aller en rajouter dans une sorte de gloubi-boulga qui serait hautement immangeable, mais au contraire de faire du fine-tuning, si je puis dire, pour aller adapter des lois qui ont déjà fait leurs preuves. Il y a une loi fondamentale en France sur la liberté de la presse, 1881, qui permet aujourd'hui de permettre aux médias d'informer et d'avoir les moyens de le faire. Alors, c'est vrai qu'on est dans un pays où la liberté d'expression ne veut pas dire qu'on a le droit de tout dire, mais elle garantit de pouvoir le dire. Et on voit bien que ce sont des sujets sensibles en matière de désinformation. David, on a 30 secondes pour une proposition concrète sur le rôle que devraient jouer les pouvoirs publics. Alors, Gérald Bronner propose, lui, de créer un service public de l'information. Certainement faut-il prendre à bras-le-corps ces questions et avoir une cellule de coordination interministérielle, de relations avec les entreprises et de relations
au niveau européen pour y mettre les moyens et le paquet, puisque toutes les méthodes sont connues pour lutter contre. Il ne reste plus qu'à le faire efficacement. Merci beaucoup David Lacomblette de la Villa Numéris. On part tout de suite pour notre chronique Où va le web ? Dans cette dernière séquence de Smart Tech, on va parler de cette information, c'est la SACEM qui étend le droit d'auteur aux NFT, donc au monde du Web3 et des métavers. Eva Bensadi nous en dit plus. La SACEM fait officiellement son entrée dans le Web3 et elle ne le fait pas à moitié. La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique permet enfin aux artistes de percevoir une rémunération liée à la vente de leurs morceaux sous forme de NFT. Une petite révolution, il faut le dire, pour l'industrie musicale, car pour le moment, le marché manquait de structure et de réglementation. On a déjà parlé ici d'artistes comme Booba. Le rappeur a vendu l'année dernière 25 000 exemplaires de 5 cartes animées donnant accès à son clip TN. Il fait figure de pionniers, mais demain ils seront de plus en plus nombreux à distribuer leur musique et leurs morceaux sous forme de NFT. L'idée ici donc, appliquer aux NFT les conditions traditionnelles des droits d'auteur. On offre ainsi aux artistes une nouvelle source de revenus et surtout une rémunération plus juste. Qui dit même condition dit droit de suite. La Société des auteurs devrait normalement également proposer une nouvelle rémunération pour les créateurs de l'œuvre musicale à chaque fois que sa version NFT sera revendue. Alors, pour prétendre à ce droit d'auteur au NFT, la SACEM a trouvé un partenaire français, Pianity, logique, puisque cette plateforme permet, elle, aux artistes de transformer leurs morceaux en NFT. Et enfin, je le disais, la SACEM ne s'arrête pas là. Dans sa course au Web3, elle a lancé le mois dernier sa propre campagne de NFT et devient la première société d'auteurs au monde à lancer ses propres NFT. Une collection de centaines de jetons gratuits déclinés en 4 catégories, classique, bronze, argent et or. Des jetons numériques qui donnent accès à différents niveaux de privilèges, des places de concert par exemple, ou encore des abonnements d'1 an à un service de musique en ligne. Elle s'est appuyée pour cette opération sur la technologie Polygon, une blockchain publique. Ici encore, vous l'aurez compris, la SACEM veut proposer une expérience pour les passionnés de musique et les adeptes de ces nouveaux outils numériques et permettre ainsi à ces artistes d'être au plus près de leurs fans. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre tous les jours. Merci à Yves Grandmontagne de nous avoir parlé de ces data centers, fondateur, rédacteur en chef de Data Center Magazine. David Lacomblette de nous avoir parlé des fake news qu'on peut faire contre, président de la Villa Numéris. Et je vous donne rendez-vous dès demain. Smart Tech, ça continue. On réfléchit sur la tech et l'innovation.